Alors, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Jean-Claude. Il faut savoir, je vais vous parler surtout du cancer, mais il faut savoir, prenons le modèle du cancer. Qu'il y ait des progrès formidables, c'est une réalité. Pour une raison extrêmement simple. C'est que pendant des années, on a travaillé avec une espèce de screening monstrueux. On testait des molécules sur des cultures de cellules. Et là, ça revenait très cher, effectivement. Il y avait un coût de recherche et de développement important. Parce que dans le coût, dans le prix que demande l'industriel, il va vous dire, bah bien sûr, ça coûte rien à fabriquer. Mais ce qu'on fait payer, c'est tout ce qu'il y a en amont. Le milliard revendiqué, qui est complètement faux, bien entendu, mais le milliard de dépenses de recherche et développement, c'est ça, c'est le travail formidable qu'on a fait. Le problème, c'est que ce travail était un vrai travail il y a 20, 30, 40 ans. Maintenant, c'est plus vrai. Pourquoi? Parce que la recherche publique, la recherche financée par les États, l'INSERM, le CNRS en France, fait des travaux formidables. On va séquencer des tumeurs, ce qu'on ne savait pas faire il y a 30 ans. On va séquencer des tumeurs et on va trouver une anomalie moléculaire, une anomalie génétique qui va être la cible d'un médicament. Bien entendu, c'est publié dans des revues à comité de lecture, Nature, Science, JXMed, Cell, etc. Dans toutes ces revues extrêmement pointues, sortent des papiers tous les jours disant « dans le cancer du poumon, il y a une anomalie d'un gène, etc. » L'industriel n'a qu'à prendre le papier et de trouver la cible, ce qui va cibler cette anomalie. C'est le problème des inhibiteurs de la tyrosine kinase. Dans la leucémie myéloïde chronique, c'est ce qui s'est passé. Et là, je suis désolé, mais c'est une révolution formidable, ça. Après, il y a plein d'innovations thérapeutiques qui ne servent pas à grand-chose, c'est vrai. Mais il y a actuellement plus de 1000 molécules en développement qui peut-être permettront des progrès importants. Où je ne suis pas d'accord avec Jean-Claude, c'est que ce n'est pas parce que ça marche bien qu'il faut faire payer cher. Il n'y a aucune raison. Hein? Lorsque... Non, mais tu as dit tout à l'heure que tu pourrais comprendre éventuellement. Bon, et bien moi je comprends pas. Non, ben j'espère. Parce que si on prend par exemple au milieu du XXe siècle, la formidable révolution qui a constitué l'apparition des antituberculeux, ça a été une révolution formidable quand même. Hein? Des milliers, des millions de gens ont cessé de mourir de la tuberculose. Eh bien, heureusement que les prix n'ont pas été déterminés par la qualité du service rendu, mais simplement recherche et développement. Et là, j'arrive à mon sujet. Qu'est-ce qui fait que les industries, qu'est-ce qui détermine le prix? Alors, pendant des années, ça a été recherche et développement. Et je vous l'ai dit, la recherche pour les nouveaux médicaments est une recherche extrêmement longue et pénible. Hein, je me rappelle quand est arrivé, par exemple, la cyclosporine, un immunosuppresseur. Ben, c'était un extrait d'un champignon qu'on avait trouvé, je ne sais pas où, dans un lac, machin. On faisait un screening et puis par hasard, on trouvait une molécule qui avait une activité donnée. Mais c'était le hasard. Bon. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça du tout. On prend une molécule, on dérive, etc. Par exemple, le Revlimid, qui est une molécule extrêmement efficace dans le traitement du myélome et surtout dans le traitement de certaines myélodysplasies, est un dérivé de la thalidomide. Moi, j'appelle tout ça la thalidomide. Les jeunes disent le thalidomide parce que lorsque on est passé de ce médicament donnant des embryopathies à un médicament efficace, il a fallu lui refaire une virginité, on l'a changé de sexe. Donc, on l'appelle le thalidomide. Mais les vieux, comme moi, l'appellent la thalidomide toujours. Voilà. Alors, recherche et développement, il y a 30, 40, 50 ans, l'industrie pharmaceutique disait, voilà, ça m'a coûté tant en recherche, tant en développement, et puis le développement dure longtemps, hein, ça peut durer 5 ans, 7 ans, 10 ans, le développement. À l'époque, c'était compliqué, il fallait... Et puis, quand vous... Bon, je reviendrai sur les médicaments standards à côté du cancer. Donc, recherche et développement, puis un peu de bénéfices pour mes actionnaires. On vit dans un système comme ça, il faut que les actionnaires aient un peu de bénéfices, donc recherche, développement, bénéfices, et puis on avait des prix raisonnables. Le problème, c'est que maintenant, recherche et développement, ça baisse. Il n'y a plus de recherche. La recherche est faite, je vous l'ai dit, par les structures publiques. La recherche va extrêmement vite.
Le développement, c'est quoi? C'est le temps entre le moment où la licence est déposée et le moment où on a l'autorisation de mise sur le marché. Pour les vieilles molécules, ça pouvait être 8 ans, 10 ans. Et il y avait de gros essais. C'est encore le cas d'ailleurs pour les médicaments, les nouvelles statines ou ces trucs-là. Mais dans les médicaments du cancer, on a un temps de développement qui est de plus en plus court. Bon, par exemple, le crizotinib, qui est un anti-alque qui est utilisé, qui marche pas trop mal, il y a eu 3 ans et demi entre le moment où on a trouvé la molécule et le moment où il y a eu une AMM. 3 ans. C'est-à-dire, parce que le problème, c'est qu'on a 20 ans de licence, mais si l'AMM prend 10 ans, on n'aura plus que 10 ans de vie de la licence avant que ça soit généricable. Or là, si on a l'AMM en 3 ans, il y a 17 ans de vie de la licence, et là, les industriels ont de quoi s'en mettre plein les poches. Donc voilà, recherche et développement, ils ne peuvent plus nous raconter ça, c'est pas vrai. On a les preuves que ça ne coûte pas aussi cher que ça. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ah non, le prix est justifié par la qualité du service médical rendu. Bon, je vous ai dit, il n'y a aucune raison. Ce n'est pas parce qu'un médicament marche bien qu'il faut le payer cher, qu'il faut le faire payer cher, si effectivement il n'a pas coûté cher en termes de recherche et développement. Il n'y a pas de raison, c'est la société qui doit être bénéficiaire de ce truc et pas les actionnaires de l'industrie. Seule l'industrie pharmaceutique se paye ce culot. Je donne toujours l'exemple de est-ce que les fabricants d'airbags font payer le prix au nombre des vies sauvées? Non, il faut payer un peu de recherche, un peu de développement et puis un peu de bénéfice pour les actionnaires. Mais il n'y a aucune raison de faire payer très cher au prétexte que ça marche. Donc, c'est ce qu'ils disent, service médical rendu. En fait, c'est pas ça. Ce qui détermine le prix d'un nouveau médicament, c'est l'évaluation de ce que le marché peut payer. La preuve, ça a été abordé tout à l'heure, c'est le problème du Glivec. Le Glivec est un médicament remarquable, formidable, un comprimé par jour et une leucémie myélique chronique que j'étais obligé, moi, de greffer il y a 10-15 ans, parce que sinon elle allait mourir. Eh ben, on évite la greffe de moelle, un comprimé par jour, et 20 ans après, ou 15 ans, 20 ans après, le malade est toujours en pleine forme, vit normalement. Voilà, le problème c'est que ce comprimé coûte cher. Alors, en effet, le traitement annuel aux États-Unis était de 30 000 $ au début des années 2000, lorsque le médicament est apparu. Il est passé à 60 000 et 90 000 $ par an. Donc, développement, recherche et développement étaient amortis depuis longtemps, d'autant que Novartis n'a rien foutu pour le développement de cette molécule. C'est des structures privées qui ont fait ça à Boston et dans une autre université américaine. C'est le docteur... Structure publique. Oui, c'est public, oui, j'ai le public, pardon, excusez-moi, j'ai une conne, ça m'arrive. C'est le public, et c'est un collègue américain, Drucker, qui est un type formidable, qui a eu cette idée et qui a imposé ça à Novartis, qui n'avait pas eu l'idée d'utiliser. Donc, recherche et développement, ça ne marche pas. Service médical rendu, non. La preuve, donc, le Glivec, 30 000 $ au début. Le marché peut payer 60 000 $. Le marché peut payer aux États-Unis 90 000 $. Et mais la France, elle ne peut pas payer tant que ça. Allez, l'équivalent de 35 000 $. Donc, on fait ça à la tête du client. On essaie de tirer le maximum de ce que l'État avec qui on négocie va pouvoir payer. Et c'est pas simple. On va y revenir, si vous voulez, tout à l'heure, sur quelles sont les structures, comment négocier. Et je suis désolé, mais le pouvoir de lobbying de l'industrie est monstrueux. Monstrueux. Les spécialistes du tabac, Albert, c'est des rigolos à côté. C'est-à-dire que l'industrie du tabac, elle est très forte, mais l'industrie du médicament, encore plus forte. Et puis, elle génère des sommes encore plus importantes. Donc, un autre exemple de ce qu'on détermine le prix en fonction de ce que le marché peut payer, c'est le sofosbuvir, dont a parlé Jean-Claude tout à l'heure. Il l'a dit. C'est même plus sofosbuvir. Et sachez quand même que... Qu'est-ce que dit l'industrie? L'industrie dit, mais oh, c'est normal qu'on vous fasse payer cher en France, parce qu'on ne fait pas payer cher en Égypte. En fait, sachez que recherche et développement, tout ça, c'est largement remboursé.
Il faut savoir que Gilead n'a pas fait de recherche. Il a racheté une boîte qui s'appelle Pharmacet, qu'il a payé 11,5 milliards de dollars, et en 8 mois aux États-Unis, cet investissement a été remboursé. Gilead a triplé son chiffre d'affaires en 3 ans, et l'année dernière, les bénéfices de Gilead, c'était, ça bat tous les records, 54% du chiffre d'affaires. Les bénéfices, 54% du chiffre d'affaires. Or, quand je vous dis que recherche et développement, ça n'est pas quelque chose d'important pour l'industrie, il y a des chiffres qui sont tout à fait clairs. Par exemple, il faut savoir que si on prend les 10 plus grosses Big Pharma, les 10 plus grosses, Novartis, Sanofi, GSK, etc., Roche, etc., les 10 plus grosses, le chiffre d'affaires sur un an, il y a 2 ans, était de 395 milliards de dollars. 395 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les recherches et développement, c'est eux qui donnaient les chiffres, 56 milliards, c'est-à-dire 14% seulement du chiffre d'affaires était consacré à la recherche. Or, les gens du LEM nous disent « Ouais, mais c'est beaucoup, vous ne vous rendez pas à 14%. » Ouais, c'est beaucoup. Mais les bénéfices étaient de 70 milliards, c'est-à-dire 19%. Il faut savoir que l'industrie du pétrole fait en moyenne 5 à 7% de bénéfices du chiffre d'affaires. Il faut savoir que le luxe, LVMH, fait 10 à 12% de bénéfices. L'industrie pharmaceutique fait 20% de bénéfices. Presque 2 fois les bénéfices de l'industrie du luxe. C'est-à-dire que le malade, qui n'est pas un consommateur comme les autres, il ne choisit pas d'être malade, rapporte plus à l'actionnaire que le crétin, la débile qui va s'acheter un sac Vuitton. Il y a quelque chose de choquant. Parce que le sac Vuitton, vous choisissez de l'acheter. Le malade, il ne choisit pas de payer son traitement. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème qui est extrêmement choquant. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce qui est sûr, c'est que ce coût des médicaments, ce prix des médicaments, est en train de peut parfaitement mettre en péril notre système de santé solidaire. On a la chance en France d'avoir un système de santé solidaire, ce qui n'est pas le cas partout. Lorsque l'on lutte contre ces prix délirants, c'est au bénéfice des patients, bien sûr, mais je pense moi aussi que c'est au bénéfice de l'industrie pharmaceutique. Parce qu'on est en train de monter là une bulle financière. L'industrie du médicament crée une bulle financière. Quand je vous dis que Gilead a triplé son chiffre d'affaires en 3 ans, avec des bénéfices fabuleux, il faut savoir qu'ils n'ont pas grand-chose derrière. Ça va péter ce truc. Parce que lorsque les nouveaux médicaments dont parlait Jean-Claude, beaucoup moins chers, vont arriver, ils auront gagné beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'ils auront derrière? Il va falloir licencier, etc. Deuxièmement, quels moyens on a? Quels moyens on a de lutter contre ça? Bien, c'est ce que commencent à faire les Anglais. C'est-à-dire dire, très bien, on ne paye pas, on dérembourse. Il faut savoir qu'en Angleterre, le NARES a décidé de dérembourser 11 molécules dans certaines indications pourtant utiles. L'exemple, c'est le brentuximab, qui est un médicament qui marche bien dans la maladie de Hodgkin. Dans la maladie de Hodgkin, remarquable, ça me permet, moi, quand un malade est en échec de Hodgkin, de faire du Brentux, et puis, au bout de ce temps, d'un mois, 3 mois de rémission, de pouvoir l'allogreffer et le guérir. J'ai plusieurs malades comme ça. Le Brentux, il y a d'autres médicaments de ce type qui sont déremboursés en Angleterre. Supposons qu'il y ait une vague de déremboursement partout, l'industrie sera contrainte de baisser ses prix et le système va péter. Qui va en pâtir? 1, les malades, parce qu'il n'y aura plus de fabrication de médicaments. 2, l'industrie elle-même. Donc, d'une certaine façon, en lui recommandant d'être sage, nous faisons probablement œuvre utile. C'est parfait. Un autre point, je vous ai dit tout à l'heure, les bénéfices formidables. Il faut savoir quand même que le PDG du CAC 40 qui gagne le plus de fric s'appelle Brandicourt, c'est le PDG de Sanofi. 15 millions cette année. Et ça a quelque chose de choquant, quoi. Il gagne plus que
Carnot, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose d'absolument choquant. Au Japon aussi. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement difficile de concilier les exigences du marché et les exigences de la santé publique. Et pour terminer, je voudrais vous dire que la preuve que c'est le marché qui va déterminer le prix qui va être défini par l'industriel, c'est que sur les 25 dernières années du XXe siècle, à peu près 1500 nouvelles molécules ont été mises sur le marché. Sur ces 1500 molécules, 11 concernaient des maladies tropicales et 4 seulement des maladies tropicales humaines. C'est-à-dire que le marché africain n'est pas intéressant, il ne peut pas payer. Donc, on ne fait pas de médicaments contre les maladies tropicales. Or, il y a plus d'1 million de gens, en particulier des mômes, qui meurent tous les ans en Afrique de palu. Alors qu'on travaille sur le palu dans les labos publics, mais tout ce qui est trouvé là, l'industrie ne prend pas la balle au bond parce que l'Afrique ne peut pas payer, ce n'est pas intéressant. Donc, il y a un vrai problème éthique, non seulement au niveau de la manière dont les prix sont définis, mais au niveau des choix de recherche. Sachons que une partie de recherche et développement des laboratoires est utilisée à faire des trucs qui ne servent à rien. Vous savez que quand une molécule tombe dans le domaine public, qu'est-ce qu'on fait? On fait un MeToo, une molécule un peu modifiée qui n'a aucun intérêt pour les malades, mais qui permet simplement de poser une nouvelle licence avant que ce soit génériqué. Un labo qui fabrique du Taor, ça tombe dans le domaine public, on invente le Crestor, qui n'est pas un MeToo, mais qui n'a aucun intérêt par rapport au truc, sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Et les médecins généralistes, sous la pression souvent des malades, prescrivent le Crestor, qui n'a aucun intérêt, qui coûte beaucoup plus cher. Et puis quand le Crestor va être génériqué, il y aura de nouveau un truc. Donc il y a des dépenses colossales pour des trucs qui servent à rien. Et là, il y a un vrai travail de développement, parce que quand vous testez une nouvelle molécule, comme une nouvelle statine, un nouveau sartan, un nouvel inhibiteur d'enzyme de conversion, il faut faire des essais randomisés, 3000 malades, vérifier que ça ne donne pas d'embryopathie, etc. C'est un vrai travail de développement. Donc, la plupart de recherche et développement, les 15% dont je vous ai parlé, ou 14% de recherche et développement, servent à faire de la recherche et du développement sur des thèmes sans intérêt. Merci beaucoup.